Salut, alors aujourd'hui va commencer une série d'épisodes sur tout ce qui concerne série de Fourier, transformée de Laplace et tous ces outils que l'on utilise de manière universelle dans plein de domaines, y compris l'audio évidemment. Mais comme d'habitude, je vais essayer de ne pas tomber dans une espèce de formalisme habituel, universitaire ou scolaire, etc., qui fait que ce sont des outils qu'on applique sans toujours comprendre vraiment les principes sous-jacents qui sous-entendent. Donc, cette première partie, en fait, je ne vais pas parler de ces transformés et choses comme ça. Je vais parler de briques qui sont utilisées dans ces outils-là et qui sont importantes de comprendre. Alors, évidemment, je vais essayer de, bien entendu, ne pas être mathématique. À la limite, les formules, c'est ce qui va arriver tout à la fin. Mais je vais expliquer un peu ce que ça veut dire intuitivement parlant. Et ce sont des concepts qui sont ultra importants si on veut comprendre ce qu'il y a sous-jacent à tous ces outils. Alors ça va être un peu en vrac, parce que ce sont différents outils qui sont cantonnés à un domaine bien particulier, mais c'est quand même assez important de pouvoir avoir au moins, ne serait-ce qu'une connaissance intuitive de ce que ça comprend. Donc ici, on va, pour ce premier épisode, parler de ces 5 points ici, qui sont en fait des notions d'équations différentielles, les fonctions trigo-exponentielles, etc., les notions d'orthogonalité de fonctions, fonctions complexes et non complexes, et les signaux en quadrature. Ce sont des concepts très importants, et c'est vraiment fondamental. Donc, je vais vraiment survoler beaucoup de territoires d'une manière assez rapide, donc sinon ça ferait des épisodes très très longs, donc j'essaierai de ne pas me répéter pour garder un peu de compacité. Donc, on va tout de suite commencer par le premier point. Le premier point, c'est simplement mettre l'accent sur le fait que les phénomènes physiques, habituellement, qu'on rencontre vraiment dans des tonnes de domaines, sont liés toujours par le même style de propriété et d'égalité. C'est sous forme d'équations. Ce qu'on appelle les équations différentielles. Simplement, on ne peut que constater que beaucoup de phénomènes physiques, alors que ce soit de la mécanique, de l'électronique ou de l'électricité, que ce soit de la thermodynamique, que ce soit la propagation d'ondes, etc., suivent des règles qui font intervenir des équations qui comprennent une grandeur physique ou des grandeurs physiques ainsi que leurs dérivées successives. C'est-à-dire que ça, par exemple, pour une équation de mouvement mécanique, on a la position d'une chose, un objet, sa vitesse, son accélération, etc. Et le tout est lié au sein d'une équation qui définit ce système. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Alors quelquefois on peut avoir des intégrales, mais les intégrales c'est comme les dérivés, c'est dans un sens ou dans l'autre. On peut toujours redescendre et avoir que des dérivés dans l'équation, moyennant certaines précautions. Néanmoins, beaucoup de phénomènes physiques font intervenir des équations différentielles. Je vais donner quelques exemples. L'équation différentielle, on va en trouver par exemple quand on a une self. La tension aux bandes d'une self, c'est son coefficient de self-induction fois la variation du courant par rapport au temps. Bon, on a un lien entre un courant et une tension via une dérivée. On a la même chose avec un condensateur, qui est sous la forme l'inverse de la capacité sur une durée t du temps. C'est-à-dire qu'on accumule les charges par rapport à une capacité pour avoir la tension d'un condensateur. Donc évidemment, ici, je suis avec une intégrale, mais on peut retomber sur quelque chose sous la forme du sur dt égale 1 sur c, i, quelque chose comme ça. Bon, je l'écris, mais bon, c'est pas tout à fait comme ça, mais l'idée est qu'une intégrale, on peut toujours la redescendre à une dérivée, et puis voilà. Donc voilà par exemple, en électronique, deux composants de base qui sont fournis par des équations différentielles. Alors quand on les assemble, on obtient un montage qui va être constitué de ces mini-bouts d'équations différentielles qui vont fournir une globale qui va définir le système. Un autre exemple, par exemple, on va dire propagation d'onde. Alors il existe une équation qui est très simple à écrire mais extrêmement difficile à résoudre, qui est l'équation d'onde habituelle. L'équation d'onde, c'est quoi? On a une grandeur, par exemple, ça peut être une pression, par exemple. Alors, je vais l'écrire et je l'explique après. Alors, je vais utiliser donc des écritures mathématiques habituelles. Voilà. Bon, alors tout de suite, ça fait joli comme ça sur un t-shirt, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai une grandeur U. U, ça peut être pression, ça peut être un frondon, une variation de phase, ça peut être quelque chose comme ça. Une variation d'une grandeur physique par rapport au temps. Ici, ça va être une accélération, parce que c'est une double dérivée par rapport au temps. Ça va être quelque chose qui va être lié à cette même grandeur physique, mais qui va varier. Ici, ça va être aussi des accélérations, mais dans l'espace.
c'est-à-dire qu'on fait coïncider une variation dans le temps d'une grandeur avec sa variation dans l'espace. Ici, ce sont des variations du second degré, ce sont des accélérations. Ici, on a une constante qui correspond à la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu. Et ici, alors cet opérateur n'est rien d'autre que la dérivée habituelle, sauf que cette grandeur U, ici, a 4 variables. Le temps et ces éléments dans l'espace, en X, en Y, en Z. Alors ça, c'est la version cartésienne, X, Y, Z. On met ce signe-là simplement parce que cette fonction peut être dérivée sur plusieurs variables en même temps. C'est ce qu'on appelle dérivée partielle. Mais néanmoins, ça reste des dérivées sur une grandeur donnée. Et là, on a une équation qui relie des choses avec des dérivées secondes ici. Mais on remarque toujours que ces équations sont linéaires, c'est-à-dire que c'est qu'une combinaison linéaire de ces éléments. Le truc d'avant, lorsqu'on fait l'électronique avec des condensateurs d'essai, on a des équations qui sont linéaires, c'est-à-dire que ce ne sont que des soustractions et additions de dérivées secondes ou de grandeur, avec simplement des constantes devant. Ce sont des équations différentielles dites linéaires. Donc, beaucoup de phénomènes physiques suivent ce genre de truc. Alors, par exemple, ici, si on enlève le carré, et qu'ici on met, on va dire, une constante quelconque, on se retrouve à une autre équation différentielle qu'on retrouve dans tout ce qui est loi thermique, de propagation d'ondes thermiques dans des solides ou des choses comme ça. On a une autre forme d'équation, mais ça reste une équation différentielle linéaire. Alors, je pourrais faire des exemples mécaniques avec des ressorts, des choses comme ça, et on retombera sur des équations linéaires. Par exemple, celle qu'on apprend à l'école, la somme des forces sur un solide égale la masse fois l'accélération. Ok, on l'apprend comme ça, c'est la loi de Newton, la loi fondamentale de la dynamique, comme moi je l'ai appris à l'école. Et ça, c'est une équation différentielle. Bien qu'on ne le voit pas comme ça. Alors, elle est vectorielle parce qu'elle est dirigée, c'est-à-dire qu'on pousse plus facilement une voiture en poussant dans le sens qu'en poussant vers le bas. Donc, évidemment, son accélération va être plus comme ça que vers le bas. Non. Mais ça, c'est une équation différentielle. Parce qu'ici, on va probablement faire intervenir une position, éventuellement une vitesse. Et ça, c'est l'accélération. Enfin, ici, ça va être la variation de la position dans le temps. Donc, même si ça, on apprend ça à l'école sous cette forme-là, ça reste une équation différentielle cachée. Et c'est comme ça après qu'on la manipule. Donc, tout ça revient à un type d'équation différentielle assez particulier qui est l'équation différentielle linéaire. Donc, un mélange de dérivées secondes, un limite d'intégrale, tout ça avec des coefficients constants. Donc, ça, c'est une première constatation. Maintenant, on se dit, mais ces équations-là, comment les résoudre? Et naturellement, les solutions, elles ont quelle forme? Et à partir du moment où on se retrouve avec une grandeur x, on se retrouve avec plus ou moins un coefficient, la variation de x par rapport mettons, le temps. Plus ou moins un autre coefficient, la variation carré de x, donc l'accélération de x par rapport au temps. L'accélération de x, etc. Si on se retrouve avec des trucs comme ça, on se dit que si à la fin on se retrouve avec égal à 0, par exemple, ou une constante plus x, etc., on se retrouve avec une équation comme ça, on se dit, mais pour résoudre ça, il faut que x, sa dérivée seconde et tout ça, mais tout ça, ça se ressemble. Parce que sinon, on ne pourra jamais annuler tout ça pour obtenir quelque chose égal à 0. Donc il faut que la dérivée de la fonction donne quelque chose qui ressemble à la fonction elle-même, naturellement. Si la fonction ici, x, par exemple, un polynôme, fournissait en sortie, au bout des dérivées, des trucs, des racines carrées, je sais pas, des fonctions de Bessel ou des trucs comme ça, on voit mal comment ça pourrait résoudre l'équation elle-même. Donc, et pour résoudre ça, il faut que les dérivées secondes, etc., fournissent quelque chose qui ressemble à la fonction d'origine. Et ça, il n'y a pas 36 000 fonctions qui ont ça. Et naturellement, celle auquel on pense, évidemment, c'est le type de la deuxième partie, c'est tout ce qui est sinus, cosinus, exponentiel. Quand on commence à manipuler ces choses-là, on se souvient très bien qu'on retient très facilement leur dérivée. Exponentielle x, si je la dérive, ça redonne exponentielle x. Si je la dérive, ça demande exponentielle x, etc. Si, admettons, j'ai un coefficient a, ben ça va être a exponentielle x, a carré exponentielle x, etc. Mais ça reste une constante. Donc on se retrouve avec, chaque fois qu'on dérive, ben simplement, ben, on a la même chose à un facteur près, des choses comme ça. On voit bien que ça colle bien dans l'équation différentielle. On sent bien que naturellement, ce sont des choses qui vont apparaître. Bon. Sinus, cosinus, c'est un petit peu plus indirect. On va dire, dérivée cos, ben ça va donner du moins sinus, après ça va donner du cosinus, après ça va donner du sinus, etc. Le sinus, ça va être pareil, décalé.
on fait du saut-mouton entre les fonctions. Donc on voit bien que quand on a une fonction plus sa dérivée seconde, on va retomber sur elle-même ou sur son opposé. Donc on voit bien que déjà dans les équations d'onde, comme c'est que des dérivées secondes, les fonctions trigo vont vite intervenir quelque part. Donc on voit bien que naturellement, ces fonctions-là vont apparaître. Et c'est en fait, de manière ultime, la raison pourquoi on les voit apparaître partout. Et c'est pourquoi on va voir apparaître ces notions de sinus, de cosinus, d'exponentielle dans tout ce qui est série de Fourier, transformée de Laplace, etc. C'est pas parce que ça tombe du ciel, c'est parce qu'on a créé ces opérateurs-là avec ces fonctions-là pour pouvoir résoudre ces équations qui sont des équations physiques. Ce n'est qu'un aspect, on va dire, pratique. Et il y a, par exemple, je parle de la transformée de Fourier, c'est un opérateur mathématique, mais qui n'est qu'un cas particulier parmi un ensemble d'opérateurs similaires, mais qui utilisent d'autres fonctions que les sinus et les cosinus. Simplement, comme nos phénomènes physiques qu'on étudie et qu'on applique au quotidien sont liés par des équations différentielles, donc qui naturellement fournissent ce style de fonction en tant que fonction de base, ben, il est tout à fait logique que tous ces opérateurs-là soient basés sur ces fonctions-là. C'est uniquement pour ça. Si on vivait dans un monde où les équations différentielles donnaient des fonctions, non pas sinus cosinus, mais des fonctions triangulaires, ou des fonctions carrées, ou des choses comme ça, alors on aurait des transformés de Fourier qui ne se décomposent pas en sinus cosinus, mais qui se décomposent en signaux triangulaires, en autre chose. C'est uniquement à cause de ça. Ce n'est qu'une conséquence du fait que les lois physiques sont régies par ce style d'équation en général. Évidemment qu'il y a d'autres phénomènes physiques qui ne sont pas liés par ça et qui font débouler d'autres choses. Et dans ce cas-là, on a des opérateurs spécifiques, on a des fonctions spécifiques pour ça, qui sont faites, qui sont des outils mathématiques pour aider à travailler avec ces expressions-là. Et nous, qu'on s'intéresse par exemple à l'audio ou à l'électronique ou des trucs comme ça, c'est en général ça qu'on utilise parce qu'on se trimballe des sinus, des cosinus et des exponentielles entre eux. Voilà, ça faut bien comprendre que ça ne tombe pas du ciel. Et c'est à cause de ça qu'on a les séries de Fourier, c'est des sinus et des cosinus. C'est pas pour faire joli, c'est parce que c'est ça qui est manipulé. On pourrait tout à fait créer des séries de Fourier avec d'autres fonctions périodiques. Il n'y a aucune contrainte, sauf sur ces caractéristiques de fonctions qui doivent être définies partout, des notions de continuité, de dérivabilité peut-être, des choses comme ça. Mais néanmoins, si on avait des fonctions périodiques, continues à la cosinus, mais qui ne sont pas des sinus-cosinus, on peut tout à fait créer des séries de Fourier autres qui ne sont pas basées sur les compositions de sinus et cosinus. Et on utilise ça parce que nos phénomènes physiques sont basés là-dessus. La notion même de fréquence correspond à, en fait, la périodicité d'un sinus ou d'un cosinus. Mais c'est parce qu'on est dans un monde où les lois physiques ne donnent ce résultat-là. C'est tout. Alors, je saute directement après à la troisième partie, ce que j'ai appelé sinus, cosinus, exponentielle, reloaded. On se dit, bon, qu'est-ce qui peut bien lier des sinus, des cosinus et des exponentielles? Bon, sinus et cosinus, on voit bien, c'est la même décalée d'un angle de pi sur 2. Donc, on voit bien que bon, elles sont bien liées, c'est les mêmes. En fait, c'est les mêmes, mais c'est les mêmes. Mais pourquoi on n'en garde pas qu'une s'il y a les deux? Ça, on verra ça après. Mais bon, ça ne pose aucun problème de voir ces deux-là. Mais alors, exponentielle. Quel est le rapport entre ça et ça? À part que leurs dérivées se donnent elles-mêmes. Mais on va un petit peu regarder ces fonctions-là en les étudiant avec ce qu'on appelle les séries de Taylor. Alors, qu'est-ce qu'une série de Taylor? Je ne vais pas rentrer sur l'aspect mathématique, la source de ça. Les séries de Taylor, c'est un moyen de décomposer une fonction en somme infinie d'éléments. Alors, c'est un domaine vaste, hein, surtout les séries de Taylor appliquées aux arrêts complexes, tout ça, il y a des bouquins entiers là-dessus. Néanmoins, lorsqu'on revient à des cas simples, série de Taylor permet par exemple de décomposer l'exponentielle x sous la forme de, par exemple, x puissance 0 sur 0 factoriel, plus x puissance 1 sur 1 factoriel, plus x puissance 2 sur 2 factoriel, plus xn sur n factoriel, plus jusqu'à l'infini. Donc, les séries de Taylor nous permettent de décomposer une fonction en une somme infinie discrète. Alors, ce fait d'être discret, on le retrouvera plus tard. Néanmoins, ça permet de décomposer une fonction en une suite discrète, linéaire, comme ça, polynomiale. Bon, très bien. Alors ici, je l'ai écrit de manière générale. Ici, en général, c'est 1 plus x plus, etc. Bon, très bien.
c'est assez intéressant. Alors ici, bon, ici, cette décomposition n'est pas toujours valide partout. Bon, dans le cas de l'exponentielle sinus et cosinus, c'est valable pour tout x. Mais il y a des fonctions, ce n'est pas vrai. La tangente, par exemple, ça peut se décomposer, mais le x ne peut pas être de n'importe quelle valeur. Alors maintenant, si on prend, je prends par exemple sinus x, je vais le décomposer et je vais essayer de le mettre en correspondance. C'est x1 sur 1 factoriel, moins, alors je vais en rajouter ici, x3 sur 3 factoriel, x4 sur 4 factoriel, moins x3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, etc. Cosinus, d'une manière assez, on va dire, visuelle, ben, ça va être le pendant voilà. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Alors j'ai fait exprès de laisser des trous et de le mettre en correspondance avec l'exponentielle x. Et maintenant je vais sommer les deux. Alors la somme des deux, c'est intéressant parce que ça ressemble quand même à l'exponentielle au signe près. Etc. Donc on a deux termes positifs, deux termes négatifs, deux termes positifs, deux termes négatifs, mais on a les mêmes termes que l'exponentielle au signe près. Ça se ressemble quand même vachement, hein, quelque part. Et on se dit, si x, ici on voit x, quand on a un degré 2 ou 3, quand on a un degré 5 ou 6, si le x était de telle sorte que quand on l'élève au carré, on retombe sur un nombre négatif, ça dit quelque chose. Quelque chose qui, élevé au carré, devient négatif. Ce ne serait pas quelque chose qui viendra au chapitre d'après, ça? On voit qu'il y a des liens. On se dit, tiens, j'ai un vague souvenir qu'il y a des nombres, quand on les élève au carré, tout d'un coup, ils deviennent négatifs. Je me dis, mais si je prends une exponentielle d'un de ces nombres, je vais retomber sur quelque chose qui va ressembler furieusement à une somme de sinus et de cosinus. Et là, on commence à avoir des liens. Et là, on voit que l'exponentielle, qui pourtant est une fonction comme ça, hein, et le sinus, cosinus, qui sont des fonctions comme ça, on ne voit pas vraiment le rapport quand on la regarde comme ça. Mais dès qu'on rentre dans des considérations un peu plus générales, on voit que ça commence à se ressembler furieusement. Et finalement, on va voir que non seulement ça se ressemble furieusement, mais en plus, ça peut être fusionné en une seule fonction. On va voir en fait que sinus, cosinus, exponentielle x ne sont qu'un aperçu de la même fonction sous différents angles. Et qu'en fait, on va pouvoir généraliser ça la forme d'un seul type de fonction, et que tout ça, ce n'est que la même chose, finalement, quasiment la même chose. Donc voilà, et puis là, là j'ai commencé à aborder un truc, les nombres complexes, etc. Mais en fait, on va rentrer là-dedans. Alors, on va déjà parler de ce que j'ai noté sur le truc 4, c'est la notion d'orthogonalité. Et ça, c'est un concept qu'on a l'habitude d'entendre en géométrie, hein, on va dire, quand on a un plan orthogonal, avec deux droites orthogonales, admettons on a par exemple le plan P avec des coordonnées, des abscisses ordonnées, un truc angle droit, un point qui est défini par ses coordonnées x, y. Enfin, si, voilà, l'orthogonalité, on la connaît au sens géométrique du terme. En fait, l'orthogonalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'orthogonalité, entre deux choses, au sens mathématique du terme, ça veut dire que ces deux choses sont indépendantes. C'est-à-dire que l'une ne peut pas être exprimée en fonction de l'autre d'une manière linéaire. C'est ça que ça veut dire. Géométriquement parlant, quand on est ici, on voit bien qu'une coordonnée y ne peut pas être définie sous la forme d'une combinaison de x. Parce qu'on voit bien que x est cantonné à cette droite-là, et le y est cantonné à autre chose, à part le point 0 qui appartient aux deux. On ne peut pas exprimer ça en fonction de ça, vu que c'est carrément même pas sur le même lieu géométrique. Donc il n'y a aucun lien entre les deux. Et si on définit un point sur le plan, on a besoin des deux pour le définir. Et on ne peut pas en enlever un et le substituer par une combinaison de l'autre. C'est pas possible.
Et c'est ça, la notion d'orthogonalité, ça peut agir sur plein de données. Alors là, ça peut être une notion géométrique, mais il ne faut pas se cantonner à l'angle droit en soi. C'est le fait que deux choses ne peuvent pas être exprimées l'une de l'autre. Je peux prendre un repère non orthonormé, où je peux afficher des points de cette manière. Ça reste deux données qui sont indépendantes. C'est-à-dire que le point P, je ne peux pas l'exprimer qu'avec des valeurs en X. J'ai besoin de valeurs en Y, même si ici, je n'ai pas un angle droit. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette idée d'angle droit au niveau orthogonalité. C'est simplement quelque chose qui dit que deux grandeurs ne peuvent pas s'exprimer l'une avec l'autre. Sinon, ça veut dire qu'il y en a une qui serait redondante et qui ne servirait à rien. Alors, cette notion d'orthogonalité, on va commencer à l'apercevoir sur l'exemple ici avec les sinus et les cosinus. Sinus et cosinus sont deux fonctions orthogonales entre elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exprimer un sinus avec des cosinus sous la forme d'une loi linéaire. C'est-à-dire que je ne peux pas trouver une fonction qui dit sinus x égale alpha cosinus x plus bêta. Ce n'est pas possible. On ne peut pas exprimer le sinus sous la forme de cosinus sous cette forme-là. Si je veux exprimer un sinus, je vais être obligé de foutre une racine carrée de 1 moins cos carré ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas linéaire. On sort du cadre. Donc, ce sont deux fonctions orthogonales à ce niveau-là. Et ça, c'est très important. Parce que on verra sur les séries de Fourier qui sont une décomposition en sinus et cosinus d'une fonction. Si les sinus et les cosinus étaient non orthogonaux, ben, une décomposition en sinus serait inutile parce qu'elle pourrait être réécrite sous la forme de sinus. Alors, non seulement sinus et cosinus sont orthogonaux entre eux, mais par exemple, sinus x et sinus 2x sont orthogonaux entre eux. De la même manière, on ne peut pas les exprimer l'une par rapport à l'autre d'une manière simplement linéaire. Et comme les séries de Fourier sont des sinus de x, 2x, 3x, cosinus x, 2x, 3x, elles sont toutes indépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont toutes orthogonales entre elles. Sinon, s'il y en a une qui n'est pas orthogonale, ça veut dire qu'elle peut être exprimée avec le groupe de tous les autres. Donc, elle ne sert à rien. Alors, cette notion d'orthogonalité, on va la retrouver aussi dans ce qui suit, c'est-à-dire sur la notion de nombres complexes. Alors, les nombres complexes, alors il y a autant de manières de les aborder que de fromages en France. Et le problème, c'est qu'il est difficile d'en trouver une qui est vraiment mieux que l'autre. Et en fait, si on revient à la source des nombres complexes, en fait, ça vient d'un domaine qui n'est même pas étudié à l'école en terminale, choses comme ça. C'est vraiment une généralisation de la notion d'opérateur de multiplication à deux entrées selon... c'est pas expliqué, enfin, c'est vraiment un truc mathématique, une généralisation d'un espace dans lequel on a fait une multiplication à partir de deux éléments, à partir d'éléments doubles, et qui fournit une règle de calcul entre le produit de la multiplication de deux éléments doubles et retrouver l'élément double associé en fonction des produits de tous les éléments. Mais quand on étudie ça, on comprend la logique qu'il y a derrière, mais bon, c'est très abstrait. Alors moi, je vais l'aborder un peu autrement. Bon, je vais l'aborder de manière plus conventionnelle à ce niveau-là. C'est que les nombres complexes ajoutent quelque chose à un ensemble qui est borné, on va dire. Alors, pour expliquer ce principe de généralisation, je vais partir d'un principe simple que nous, intellectuellement, on absorbe sans difficulté, mais qui est exactement le même genre de truc. On va prendre les nombres positifs, entiers. Ça fonctionnerait très bien avec des nombres réels, mais bon, on va partir de ça. Cette notion d'entier, positif, en fait, c'est un étiquetage qu'on fait au quotidien. On a tant d'objets, on a tant de trucs, on a tant de machins. Donc, c'est le nombre d'objets qu'on a devant. Donc, ça représente un certain nombre d'entités réelles qu'on va dénombrer. Donc, voilà. Mais à l'école, on fait une généralisation où on part maintenant sur les nombres dans l'ensemble Z, on appelle Z, qui rajoute les nombres négatifs. Alors cette notion de nombre négatif, elle n'est pas si triviale que ça en soi. Si on réfléchit de manière, on va dire, philosophique, un nombre négatif, ça ne représente pas des objets. Ça représente peut-être un manque d'objets, mais physiquement on ne le voit pas. C'est un concept qui est là purement intellectuel. Alors après, on peut l'appliquer à des cas pratiques, comme par exemple le crédit.
Mais le crédit, en fait, c'est une somme d'argent que l'on doit, mais on n'a pas un panier avec de l'argent négatif. C'est en fait, on doit fournir ce qu'il faut pour annuler cette chose négative qui a été créée, on va dire, sous la forme d'un nombre qui n'est pas un truc réel. Et en fait, on a généralisé la notion de nombre pratique, un nombre d'objets, à quelque chose de plus large, la notion, on va dire, de manque d'objets, qui n'a rien de physiquement réel, mais qu'on absorbe sans trop de problèmes en pratique. On comprend que quand on a un signe moins dans le compte en banque, il y a un problème. Et on comprend que ce signe moins correspond à l'argent qu'il faudrait mettre pour le supprimer. Mais cet argent qu'il faudrait mettre, lui, il est bien réel, mais il n'est pas négatif. C'est quelque chose de positif qu'il faut mettre pour annuler la partie négative. Donc on a généralisé la notion de nombre avec un concept qui est purement intellectuel, qui n'a rien de matériel en soi. Maintenant, ici, bon, je suis sur un nombre entier, bon, on va passer au nombre réel. Admettons, j'ai pi ici, enfin voilà, j'ai une infinité de nombres, négatifs, positifs. Ces nombres que je peux mettre sur un axe sont cantonnés à l'axe. Moi, je suis sur un tableau plan, mais tout ce que je vois, c'est un axe avec tous mes nombres naturels. Avec les parties négatives qui sont déjà un peu moins évidentes, mais bon, on absorbe très bien comme ça. Cet axe, il a quand même une propriété, c'est que quand on a l'opérateur de multiplication, parce qu'il faut revenir à ça, quand on travaille avec des nombres, il y a ces opérateurs qui déboulent. L'addition, l'élément neutre, l'élément nul, enfin, l'élément absorbant, les multiplications, etc. L'opérateur de multiplication associé à ça, c'est que quand on multiplie deux nombres, enfin un nombre par lui-même négatif, on obtient un nombre positif. Voilà. Donc, tout nombre élevé au carré est supérieur ou égal à 0. C'est le principe de l'opérateur de multiplication qui est associé à cet ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Et ça, c'est une contrainte qui est due à la définition même de la multiplication qu'on a l'habitude de faire. C'est une délimitation. Et on se dit, ben, comme on a généralisé les nombres positifs par des nombres négatifs, pourquoi on ne généraliserait pas à se dire, ben, une multiplication, ça peut avoir n'importe quel cycle. C'est-à-dire que voilà, on multiplie deux nombres, enfin un nombre avec lui-même, et il peut être aussi négatif. Mais il ne peut pas être sur cet axe-là. C'est pas possible. Donc, on se dit, quelque part, il nous faudrait un axe orthogonal, donc quelque chose de totalement indépendant, parce que sinon on ne pourrait pas le faire, et qui va généraliser. Donc, évidemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé un axe, pour le peu orthogonal ici, mais un axe indépendant de celui-là, qui contient des nombres. Tous les nombres de cet axe-là, quand ils sont élevés au carré, ils deviennent négatifs. Voilà. On a généralisé ça de la même manière dont on a généralisé les nombres positifs vers les nombres négatifs. Voilà, on a fait ça. Voilà, c'est tout. Après, on fait la généralisation qu'on veut, sauf que celle-là, elle a plein de propriétés intéressantes. Et on le garde parce que plein de phénomènes peuvent être représentés là-dedans et profiter de ces propriétés. Alors, une chose qui est bien claire au niveau des nombres complexes, ils ne représentent rien en soi, ce n'est qu'un outil mathématique dont les propriétés collent bien avec ce qu'on veut faire. Ça a été fait pour être utilisable et simplifier les calculs. C'est comme les nombres négatifs, ils ont été créés pour, on va dire par exemple, créer la notion de dette. Voilà, et voilà, ça a été créé parce que c'est pratique de définir la notion de dette avec des nombres négatifs. Tout le monde les comprend, c'est facile. Mais en réalité, ça n'existe pas. Voilà. Et bien, les nombres complexes, donc, qui sont une combinaison de cette partie sur cet axe-là et cette partie sur cet axe-là, c'est une généralisation qui comprend maintenant les nombres dont le carré est négatif. Et de là se découlent plein de choses. Par exemple, l'opérateur de multiplication, il faut le généraliser. Et l'opérateur de multiplication est fait de telle sorte que un nombre qui ici est élevé au carré donne un signe négatif, et c'est le produit. Deux nombres ici multipliés entre eux, ce sera moins le produit des nombres en fait, que ça représente. Et tout nombre qui englobe ça, en fait, comme c'est les réels ici, la droite des réels et cet axe, on va dire imaginaire, sont totalement indépendants, mais tout nombre ici ne peut être que la combinaison des deux. Donc une partie de cet axe-là et une partie de cet axe-là. Et on peut définir tout le plan comme ça. Et ces deux entités-là, on va dire B, admettons j'ai un point A, un point B, ce truc-là, est défini par ces deux nombres-là. Alors on pourrait le mettre sous la forme de vecteurs, c'est-à-dire deux coordonnées. Mais les nombres complexes,
sont représentés de manière géométrique comme ça, mais les nombres complexes sont un peu plus que ça, parce que deux vecteurs, il n'y a pas de notion de multiplication de deux vecteurs. Il y a des produits scalaires, des vectoriels, tout comme ça, mais ce n'est pas une multiplication au sens multiplication interne. Les nombres complexes ont ça. Donc, cette représentation géométrique n'est qu'un aperçu des propriétés plus larges des nombres complexes, qui par exemple contiennent cette notion de multiplication de nombres. On peut représenter la multiplication de deux nombres complexes là-dessus, mais on ne peut pas la représenter sous la forme d'un vecteur fois un autre vecteur. C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on ne représente pas les points par un vecteur, c'est pas suffisant, on la représente sous la forme, le truc, plus une combinaison linéaire d'un opérateur i, qui est en fait la valeur 1, ici c'est la valeur i, et tout point ici, ben, c'est un facteur linéaire d'échelle de ce nombre i. Ce nombre i, il est écrit par définition comme i carré égale moins 1. Et c'est ce qui le rend en fait indépendant de ça. Tout ce qui est là ne peut pas être représenté par ça. Cette notion d'orthogonalité entre ces deux trucs-là font qu'il y a une séparation, il y a un mur entre les deux, ce sont deux mondes, et tout point du plan est une combinaison linéaire de ces deux mondes. Voilà, c'est un petit peu plus qu'un simple vecteur, parce qu'il y a cette notion après d'opérateurs qui peuvent être associés dessus. Mais là, on est vraiment dans l'aspect mathématique des choses. Je ne vais pas rentrer plus que ça là-dedans. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir pourquoi on va utiliser ça et qu'est-ce que ça peut bien nous apporter. Mais je répète cette fois-ci, parce que c'est vraiment important, les nombres complexes n'ont pas d'autre utilité que d'être un outil avec des propriétés qui collent bien avec ce qu'on veut faire. Ils ont été faits pour ça. C'est pas un hasard, c'est pas pour faire joli, c'est pas ah tiens ça colle bien. Non, c'était créé vraiment parce que ça a des propriétés extrêmement proches des problèmes qu'on a à résoudre et qui permet de résoudre les problèmes de manière beaucoup plus simple que la manière, on va dire, cantonnée à cet axe-là. En fait, il y a cette notion, et c'est très important, c'est que les nombres complexes sont souvent une étape intermédiaire dans les calculs pour les simplifier. Souvent, on a quelque chose à faire sur cet axe, par exemple des tensions, des trucs qu'on mesure. On est sur cet axe de réel, c'est ce qu'on voit sur un voltmètre, c'est ce qu'on voit à l'oscillo. Et quelquefois, en fait, on va sortir de cet axe-là, on va faire des calculs dans ce monde-là, et à la fin des calculs, on va revenir sur l'axe. Parce que tant qu'on reste dans les nombres complexes, on est sorti, on va dire, de la réalité. C'est un artifice de calcul. Et à la fin, on va revenir dans le monde réel, et parmi ce résultat complexe, il y a quelque chose dedans qui correspond à notre réalité. Le reste sera de l'information supplémentaire qui peut être utilisée, mais qu'on ne verra pas en vrai. C'est là où il faut comprendre que ce n'est qu'un outil de généralisation qui nous permet de faire des opérations plus simplement. Cette notion de généralisation, elle est universelle en mathématiques. Le théorème d'incomplétude de Gödel, si on commence à aller dans cette voie-là, ce n'est rien d'autre que la paraphrase de ça, qui dit que tout système formel, donc un système qui est défini par ses propres règles, ses propres axiomes, ne peut pas s'autodécrire complètement. On est obligé de sortir de cadre pour décrire toutes ses propriétés. Alors ici, les nombres complexes soit facilitent les calculs dans un sous-ensemble, et ce sous-ensemble, c'est simplement l'axe des réels qui correspond à notre réalité, non seulement souvent simplifient les calculs qu'on pourrait faire en restant là-dedans, mais c'est vachement lourdin, ou carrément permettent de faire des calculs qu'on ne pourrait pas faire. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Simplement, c'est avant tout un outil pratique. Et là, ceux qui travaillent dans les DSP et choses comme ça, utilisent ça, mais au quotidien, comme ils respirent. Parce que ça ouvre une telle porte sur les possibilités, et ça ouvre de tels outils qu'on pourrait gérer là-dedans, mais avec une telle complexité, et ça permet d'ouvrir une porte avec une telle simplicité d'utilisation qu'en fait, on ne pense même pas utiliser autre chose. Donc, cette notion d'orthogonalité non complexe, c'est avant tout un outil pour sortir du cadre, travailler et revenir dans le cadre. C'est quasiment souvent comme ça. Alors, je vais donner, pas un exemple, mais disons une idée plus pratique de ça. Alors, on a vu que les nombres complexes sont sur le plan. Okay. Donc, imaginons qu'on a un générateur BF qui fournit une sinus. Okay. On voit cette sinus sur un oscilloscope. Je vais représenter l'oscilloscope comme ça. Je ne rentre que sur la partie horizontale. Donc en gros,
J'ai un générateur qui, admettons, sort une sinus de plus ou moins 1 volt crête. Donc on va rester là-dedans. Sur l'oscilloscope, si je l'ai branché sur les plaques de déviation horizontale, enfin, les plaques verticales hein, qui va dévier en horizontal, en fait, je vais avoir un point qui va se balader comme ça. Voilà, il va faire ça en permanence, donc en fait, je vais avoir un segment, mais je vais avoir un point qui va se balader comme ça. Bon, très bien. Alors, je peux dire que, par exemple, ce point-là, ben, dans le temps, ben, en fait, il va varier comme cosinus, on va dire une fréquence, plus un déphasage, éventuellement, on va dire comme ça. Bon, on se fout du déphasage, on dit qu'à t égale 0, ben, on a commencé là. Puis voilà. Donc ici, j'ai un truc, fonction cosinus. Mais, si on se souvient un peu, là, je suis, admettons, maintenant, je saute dans le plan complexe. Je dis, mais, cette chose-là, c'est un cosinus. Je dis, mais, dans le plan, si je prends, alors j'ai trouvé un crayon rouge là, je dis, mais, dans le plan, si je prends un cercle, et je prends un point qui tourne sur ce cercle, comme ça, qui fait un tour, donc 2π, tous les, ici 1. Il fait un tour tous les 1. Ou, disons, à une fréquence donnée. Ce que je vois sur l'oscilloscope, c'est la partie en cosinus de ce cercle. Donc, si j'imagine ce cercle qui tourne comme ça, ben, je me dis que si je ne vois que cette partie-là, je ne vois pas de différence. Si au lieu de considérer ce truc qui oscille sur un oscilloscope, je me dis c'est un point sur un cercle dans le plan qui tourne dont je ne vois que la coordonnée en x, ben en fait je ne vois pas la différence. Mais j'ai généralisé, je suis passé à un monde supérieur. Je suis parti à une constatation, un truc qui varie en horizontal, et de là je crée un cercle, et je dis, ben, ce que je vois là, ce n'est que l'abscisse d'un point qui tourne autour du cercle. Et si je ne suis dans mon monde réel, c'est-à-dire que cette droite-là, ce qui correspond à la tension qui est mesurée par l'oscilloscope, je ne vois pas la différence. Par contre, conceptuellement parlant, ce cercle est plus général. Il y a d'autres choses. Il y a aussi une partie verticale, qui est, comme par hasard, sinus. Donc ici, en parallèle avec ce cercle-là, j'ai aussi un point qui varie verticalement en sinus oméga t. Par construction géométrique, c'est la définition même, cosinus et sinus. Mais je suis sorti du cadre et j'ai fait quelque chose de plus général. Sachant que moi, ce qui m'intéresse à la fin, ben, ça va être la partie réelle de tout ça. Alors imaginons maintenant ce point qui tourne, je vais le faire passer par un filtre en électronique. Ben, à une fréquence donnée, le filtre, si je rentre avec une amplitude A, je vais avoir une amplitude B et je vais avoir un déphasage en plus. Mais ça va rester un sinus et cosinus. Ça veut dire que si je suis ici en entrée, ben, en sortie, par exemple, je peux être là et je peux avoir une amplitude plus faible. En général, par exemple, c'est une amplitude plus faible. Par exemple, je vais dire, je sors du filtre, je suis divisé par 2. Ça veut dire que quand moi je suis là, c'est-à-dire par exemple je suis là, ici, eh bien, sur le filtre, je suis là. Et bien sûr, quand je suis à la même fréquence, ces points tournent ensemble. Sauf qu'il y en a un, il va être sur le cercle à un endroit différent de l'autre. Et par construction, le déphasage ici, je vais le trouver là. Il va apparaître sous la forme d'un angle. Alors que si j'étais simplement encore sur mon oscilloscope, et si je superposais les deux points, en fait je verrais deux points qui seraient simplement décalés dans le temps. Alors avec la fréquence, je peux calculer ce déphasage-là. Je peux rester dans mon cadre réel et recalculer ce déphasage. En sortant dans ce plan complexe et travaillant avec ces cercles, le déphasage, il se voit par construction. C'est mathématiquement équivalent, mais sauf que là, naturellement et de manière beaucoup plus simple, je suis ressorti avec quelque chose de visible et beaucoup plus facile à manipuler. Mais, en réalité, je reste toujours là-dedans. Hein? C'est une généralisation qui me permet de faire des opérations supplémentaires. Et quand on finira ici, on verra, par exemple, en quoi ces constructions, ces généralisations, permettent de faire de manière triviale des opérations qui seraient extrêmement pénibles à faire si on restait à simplement regarder des tensions avec un oscilloscope ou un voltmètre. Le fait de sortir là donne tout de suite des propriétés géométriques qui sont par construction les propriétés des complexes pour pouvoir le faire facilement. Ça permet de faire des propriétés géométriques très simples, très visibles et une compréhension vraiment aisée. Ce sont les choses qu'on fait en terminale quand on fait les phaseurs
avec les diagrammes de phase comme ça, sans avoir des noms complexes, mais c'est qu'une paraphrase de la même chose. Hein. En plus, c'était assez pénible, alors qu'avec les nombres complexes, c'est beaucoup plus simple. On travaille avec des nombres plutôt qu'avec une géométrie. Mais cette manière de sortir du cadre permet de voir des choses, de créer des outils qui ont des propriétés qui simplifient énormément le calcul. Mais à la fin, quand on a fini de bidouiller là-dedans, si on veut le résultat que ça va donner sur un voltmètre et un oscilloscope, ben on ne prend que la partie qui reste. La partie imaginaire, donc tout ce qui a disons quelque chose une partie qui vient de cet axe-là, on l'enlève, on l'oublie parce qu'elle n'a rien de réel. Elle n'existe pas dans la réalité. Ce n'est qu'un artifice de calcul. Par contre, la partie réelle de la grandeur complexe qu'on a calculée, c'est elle qu'on va voir sur la mesure. Et là, c'est le résultat final. Donc souvent, très très souvent, on passe dans le monde complexe. Par exemple, comme je l'ai fait, on passe sur des cercles. On passe souvent sur ces notions-là. On fait des bidouilles complexes, on fait du calcul, de filtrage complexe, on fait de la modulation, et tout comme ça. Et une fois qu'on a le résultat, on revient dans le monde réel, on ne prend que la partie réelle. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe. Ce n'est qu'une étape intermédiaire qui se simplifie. Et donc, là, ça c'est vraiment fondamental de tout ce qui va suivre. Et je vais finir, c'est la notion de quadrature. La notion de quadrature, en fait, elle a déjà été abordée là. C'est le fait que on a amené le cosinus, naturellement, c'est ce qu'on voit sur l'oscillo ici, et on a amené, en fait, une partie orthogonale, qui est la partie sinus. Et en fait, les deux signaux sont-ils en quadrature si en fait, le signal en quadrature du signal réel, c'est la partie qui est ici. Alors, bon, il y a des propriétés sur les signaux en quadrature, des propriétés, quand on passe dans les fréquences négatives ou des choses comme ça, il y a des propriétés particulières. Mais la notion de quadrature, c'est simplement une généralisation d'un signal où on crée un signal ici qui va être simplement déphasé de pi sur 2. La partie en sinus ici, c'est un signal en quadrature de la partie en cosinus là. Ce sont les deux parties orthogonales de la généralisation dans le plan complexe. Simplement, la généralisation va créer naturellement un signal en quadrature avec notre signal réel. Et le point complexe qui se balade selon notre montage est la combinaison des deux. On peut dire, ici, dans ce cas-là, le signal en quadrature, c'est la partie imaginaire. Mais quand on a un signal qui est ici, et celui en quadrature sera là. Donc les deux seront complexes, mais ils auront de toute façon un déphasage de pi sur 2. Alors, cette notion de signal quadrature est incroyablement puissante parce qu'elle permet, c'est un outil, c'est une manière de voir les noms complexes, hein, c'est une manière de faire la généralisation complète. Le fait de prendre un signal et de créer à côté son pendant en quadrature, c'est-à-dire simplement de déphaser de pi sur 2, crée en fait deux signaux. C'est-à-dire ce sont deux signaux indépendants. Ce sont deux signaux qui permettent de là faire des tas de choses. Quand on fait par exemple la modulation de phase, modulation de fréquence, des choses comme ça, travailler des signaux en quadrature rendent la résolution, la démodulation, on va dire par exemple la démodulation numérique, c'est-à-dire un signal qui déboule en numérique, qui est une modulation de deux signaux, le fait de démoduler ce signal en tant que calcul purement, par les signaux en quadrature rend cette tâche quasi triviale. Parce que la quadrature est facilement soluble, c'est-à-dire on peut extraire facilement la donnée d'un signal modulé par de simples calculs par des signaux en quadrature. Le fait de créer ce deuxième signal déphasé de 90 degrés ouvre tout un champ d'opérateurs et de calculs qui sont très simples à appliquer. Ils sont faciles à démontrer d'ailleurs, mais qui sont vraiment utilisés à tire-larigot parce que ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais il ne faut pas oublier qu'on pourrait faire le calcul à partir de vraiment des données de base, mais ça serait vraiment super pénible. Et vu qu'on travaille avec des données, des nombres, c'est naturel de calculer ce signal en quadrature et faire des opérations dessus. Alors, comment on fait ça? Et je vais finir là-dessus pour cette première partie. Simplement, on peut créer un signal en quadrature. C'est simplement un signal qui est déphasé de pi sur 2 à toutes les fréquences. Donc, si je prends un signal ici, je prends un oscilloscope et je le fous sur le truc horizontal. Je prends ce même signal, j'ai quelque chose qui me permet de rajouter pi sur 2 à toutes les fréquences et je mets dans le canal vertical. Et bien, sur l'oscilloscope, si je mets en mode XY, eh bien, j'aurai mon signal et signal en quadrature. Si je mets ici un cosinus, je vais avoir un sinus ici, puis je vais avoir mon cercle. C'est-à-dire que par simplement cet opérateur-là,
je vais créer mon plan complexe en vrai sur l'oscilloscope. Mais il a fallu que je crée le signal. Hein. J'ai créé artificiellement le signal qui vient de la généralisation dans le plan complexe de mon signal réel, qui n'est qu'une tension qui est affichée là. Mais là, le fait de rajouter ce signal en quadrature, j'ai créé mon plan complexe sur l'oscilloscope. On voit tout de suite la puissance que ça peut avoir. D'emblée, en vrai, on peut créer ces nombres complexes. On peut les modéliser. Après, on peut faire des calculs entre ça et ça. Les calculs qui sont valables avec les nombres complexes, entre ces deux signaux-là, si on les fait, eh bien, on a toutes les opérations complexes qui correspondent à du filtrage, à tout ce qu'on veut. On peut le faire directement. Et dans les DSP, c'est ce qui se passe. C'est que les signaux, d'emblée, passent directement vers cette chose. Alors cette chose, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la transformée de Hilbert. Alors, on pourrait se dire, oui, bah c'est un truc qui rajoute un déphasage de pi sur 2. Mais attention, ce n'est pas une tâche triviale que de déphaser à pi sur 2 à toutes les fréquences. Alors, une erreur très souvent commise quand on manipule les phases, les gens détestent manipuler la phase. C'est un concept moins... Ils préfèrent manipuler l'amplitude, mais la phase, c'est chiant. Un décalage temporel pur, c'est-à-dire rajouter un délai, n'est pas un déphasage constant. C'est un déphasage qui augmente linéairement. C'est-à-dire, bon, c'est facile à comprendre, si par exemple j'ai un signal qui est déphasé, on va dire d'un angle, je sais pas, 2π, un signal de 1 seconde, et qui a un décalage de 1 seconde, en fait il y a un déphasage d'une période, donc de 2π. Donc si je suis à 1 Hz, ici je vais avoir un déphasage de 2π. Mais à 2 Hz, j'aurais fait 2 tours, donc je serai avec un déphasage de 4π. À 3 Hz, je serai un déphasage de 6π. Donc un délai pur, ici j'ai pris un délai d'1 seconde, va donner en fait un déphasage linéaire croissant constant. Enfin, d'une croissance constante, donc linéaire, mais pas d'un déphasage d'une valeur constante. Un déphasage qui serait ici tout droit, ici par exemple de pi sur 2, ce qui fait la transformée de Hilbert, ça veut dire qu'à 1 Hz, je retarde d'1/4 de seconde, à 2 Hz, je retarde d'1/8 de seconde, à 3 Hz, je décale de 1/12, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que je dois décaler d'un temps d'autant plus court que la fréquence augmente pour avoir un déphasage constant de pi sur 2, quelle que soit la fréquence. Et ça, on ne peut pas le faire comme ça. Le seul déphasage constant qu'on sache faire, c'est celui de pi, qui est l'inversion de phase. Celui-là, on sait le faire, celui d'inverser les fils. Or, tout déphasage intermédiaire constant, là, on ne sait pas le faire comme ça. Donc, pour le faire, on fait la transformée de Hilbert. La transformée de Hilbert, c'est très facile, entre guillemets, à implémenter en numérique. On peut le faire avec des filtres numériques à réponse impulsionnelle finie, avec des filières de grande taille, mais ils ne seront toujours que des approximations. Plus la fréquence va être basse, plus il faudra un filtre long pour pouvoir continuer à maintenir ce décalage de pi sur 2. Donc en fait, sur une plage de fréquence donnée, en général, les déphasages sont de ce genre-là. Ils sont valides que dans une plage de fréquence donnée. Ils font des fils de plus en plus longs pour pouvoir avoir un déphasage constant sur une bande passante de plus en plus large. Ce n'est pas un filtrage exact. On ne peut pas le faire de manière exacte. On est obligé de se caler sur la fréquence de travail, la bande passante sur laquelle on va travailler. Néanmoins, c'est un calcul connu, ça s'appelle la transformée de Hilbert. Elle a d'autres propriétés, je ne vais pas m'étendre là-dessus ici, mais c'est un outil fondamental. On passe un signal là-dedans et pouf, on a l'axe complexe attaché sur lequel on va pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le montrer sur un oscilloscope, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux signaux. Il y a deux signaux. Si on ne fait pas ce signal-là, si on n'a que le signal original, eh bien, cette partie imaginaire n'est qu'un artifice de calcul. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher simplement. Ok, donc on va finir donc, cet épisode-là sur un petit retour vers les dernières fonctions pour montrer que finalement, tout ça, ce n'est pas trois fonctions qui sont là, mais en fait, c'est beaucoup plus général que ça et c'est beaucoup plus lié qu'on ne le pense. Maintenant qu'on a vu les nombres complexes, on va revenir aux décompositions. Je vais prendre exponentielle x, mais je ne vais pas prendre sous la forme exponentielle x, je vais la prendre sous la forme exponentielle ix, c'est-à-dire un nombre réel multiplié par i. Alors, bien entendu, la décomposition est toujours valable, donc on va se retrouver avec
ix puissance 0 sur 0 factoriel, plus, pareil, on va continuer. Alors, les carrés, bien sûr, sont autour, hein, c'est tout est au carré. Sur 4, il faut que j'aille relativement loin pour aller voir, pour bien voir ce qui se passe. Je pense qu'on va aller jusqu'à 8. Plus ix8, 8 factoriel, plus... Bon, on commence à s'user un peu. Ok. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier, alors on va le faire i carré, ça fait moins 1, i3, ben, ça fait moins 1 fois i, ça fait moins i, i4, ça fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1, i5, ça fait 1 fois i, ça fait i, etc. Donc ici, tous ces i là, qui sont là, on va pouvoir les changer. Donc j'ai ici i puissance 0, attention c'est le tout, bon ben c'est pareil, ça fait toujours, en fait ça fait 1. Ça fait i x sur 1, moins, alors i carré ça fait moins x carré sur 2. Le but c'est ici de réduire tout à simplement i ou carrément les supprimer parce qu'ils deviennent réels. Ok, donc on va les remplacer. Le 3 ça va faire moins i x3 sur 3, plus x4 sur 4, plus ix5 sur 5, moins x6 sur 6, moins ix7 sur 7, plus x8 sur 8, etc. Donc on voit, on a plus, moins, moins, plus, moins, moins, plus, et après, pas de i, pas de i, pas de... Voilà, on a une alternance de i une fois sur deux, et on a deux fois deux signes identiques à la queue. Ok, maintenant on a ça. Maintenant on va reprendre la décomposition en sinus. Par exemple, je vais mettre, ici je vais prendre sinus x, hein, tout le sinus tel qu'il est. Alors ça va être quoi? Ça va être x puissance 1 sur 1 factoriel, moins x puissance 3 sur 3 factoriel, plus x5 sur 5 factoriel, moins x7 sur 7 factoriel, plus, et le cosinus, égale 1, enfin je ne réécris pas ça, moins x2 sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, moins x6 sur x6 sur x factoriel, sur 6 factoriel, plus x8 sur 8 factoriel, voilà. Voilà. Oh oh! Mais il se passe quand même des choses là. Maintenant, regarde là. Alors déjà, regardons un peu sinus x plus cosinus x. Si je fusionne ces deux lignes-là et que je regarde par rapport au-dessus, ça ressemble beaucoup. Tous les signes moins, on les retrouve. Les plus aussi. C'est-à-dire que les alternances de signes sont respectées. La seule différence, c'est que tous ces chiffres-là, à puissance impaire, il y a un i devant. Toutes les puissances paires, il n'y a pas de i devant. Donc déjà, là ici, je vois que le cosinus, il correspond à toutes les puissances paires. On les retrouve. L'autre, il y a juste i en facteur. Alors si ici, je multiplie par i sinus x, en fait, je vais retrouver i partout. Et si je somme i sinus x plus cosinus x, ben, en fait, ça correspond à e i x. En fait, je retrouve cette ligne-là. D'où, en fait, l'égalité, l'exponentielle d'un nombre imaginaire pur, c'est cosinus du x plus i sinus du x. C'est l'équation de l'air. Après, on peut les retourner dans l'autre sens pour retourner cosinus en fonction de l'exponentielle, tout ça. Mais, tout d'un coup, quand on passe dans le monde complexe, sinus, cosinus, exponentielle, en fait, sont fusionnés en une seule fonction. Et si, encore plus général que ça, je prends un exponentiel d'un nombre complexe a plus ib, c'est en fait l'exponentielle a fois l'exponentielle de ib, en fait, c'est l'exponentielle d'un nombre fois cosinus x plus i sinus x. Enfin b, ici ce sera b sur mes notations. Voilà. En fait, l'exponentielle d'un nombre complexe, c'est un mélange d'exponentielle, de cosinus et de sinus. Et en fait, on a fusionné ces trois fonctions-là en une seule écriture.
Ce qui fait qu'on retrouve ce lien étroit entre ces trois-là, qui ne sont pas des fonctions indépendantes, mais en fait, qui sont fusionnables en un seul truc. Et ça, ce type d'opérateur, ou celui-là, sont des opérateurs utilisés mais à foison. Voilà, simplement, là je vais montrer simplement un lien alors, via les décompositions en série de Taylor, que exponentielle, sinus et cosinus, tout ça c'est mélangé à un seul, et dès qu'on rentre dans le nombre complexe, c'est l'exponentielle complexe, mais c'est tout ça. C'est tous ces trucs-là qui sont fusionnés à un seul. Et d'une manière, on va dire, pour vraiment finir le truc sur ce truc-là, EIX, qui est vraiment un truc bizarre, ce truc-là, c'est pas une fonction qui croît à l'infini comme l'exponentielle, c'est un mélange de cosinus et de sinus. Et dans le plan complexe, c'est quoi? Un point P, si P c'est ces trucs-là, P c'est EIX, à un moment, à un X donné, en fait, comme c'est cosinus X et I sinus X, en fait j'ai ici le cosinus X, ici j'ai le sinus X, et le point ici c'est EIX. Qu'est-ce que c'est quand X croît? C'est simple, c'est les points du cercle de rayon unité. Ça représente le cercle dans le plan complexe. Et ça tourne. Ce truc-là, quand X varie, on tourne autour du cercle unitaire. C'est quoi ça? Ce truc-là, c'est un point qui tourne sur un cercle. Il faut vraiment le voir comme ça. C'est étrange de voir qu'une exponentielle d'un nombre complexe, c'est en fait un point qui tourne sur un cercle. Sa représentation, c'est ça. Donc ça a l'air vachement compliqué, mais en fait, en pratique, c'est très simple. C'est un cercle. C'est tout. Ça s'arrête là. Et là, on voit que le lien qui est fait entre l'exponentielle ici, tout d'un coup, on retrouve les coordonnées d'un cercle, qui bien sûr sont définies par les sinus et cosinus. Ok, tout ça, voilà. C'est simple. Donc, il ne faut pas être bien intimidé par une exponentielle complexe comme ça ne fait que représenter qu'un point qui tourne. C'est tout, et rien de plus. Voilà, bon, je crois que ça suffira pour aujourd'hui, c'est pas mal comme ça. Et ça nous permettra d'aborder la suite, toujours avec les formules à la fin. Surtout les séries Fourier, on va les retrouver, mais d'une manière totalement intuitive, sans quasiment aucun calcul. Des trucs très simples. Voilà, bon la suite la prochaine fois, le temps de digérer un peu tout ça.